Bienvenue dans Esprit MOF. Esprit MOF, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce nouvel épisode d'Esprit MOF, nous sommes partis à la rencontre de Romain Leboeuf, qui a obtenu son titre d'un des meilleurs ouvriers de France en 2015 dans la spécialisation boucherie. Patron de son propre commerce dans le 15e arrondissement de Paris, Romain Leboeuf naît en 1988 et fils et frère de boucher. Il se considère comme un maillon essentiel dans la filière de la viande, celle qui commence avec les éleveurs, notamment dans le Limousin, où il achète en direct ses carcasses, qu'il s'agisse de veau, de porc ou de bœuf. Rencontre avec un artisan spécialiste de la découpe, auteur d'un livre qui fait autorité dans le domaine de la boucherie, très attaché à son équipe, à la transmission de ses connaissances, qui aime aussi se déplacer pour voir grandir les bêtes, qu'il aime sélectionner lui-même avant abattage. Bonjour Romain Leboeuf. Bonjour. Alors pourquoi vous avez voulu vous lancer dans ce concours d'un des meilleurs ouvriers de France ? J'étais dans un moment de ma vie où j'étais dans beaucoup d'incertitudes et je manquais d'envie, je manquais de beaucoup de choses. Et je pense que le concours m'a amené un cadre. Parce que j'étais déjà installé, j'étais jeune chef d'entreprise et j'avais besoin de me fixer un point d'ancrage sur quelque chose tout en étant aussi dans l'optique d'avancer, de progresser. Je savais très bien que si je m'inscrivais au concours, à ce moment-là, je serais obligé d'aller chercher du savoir. Et je me suis rendu compte d'un truc quand je me suis installé, c'est que je me suis enfermé chez moi. Moi qui pensais que le fait d'être chef d'entreprise, j'allais gagner de la liberté, non, je me suis coupé de tout et je me suis enfermé dans ma boutique. Donc, pour continuer à progresser, je me suis dit, je vais m'inscrire, ça va me forcer à aller reprendre des cours à gauche et à droite, et également, peut-être retourner voir d'anciens patrons ou des collègues pour apprendre 2-3 petites techniques qui me manquaient peut-être. Donc, le concours a été pour moi une remise en cause, en question. Est-ce que le fait d'être à son compte, ça a facilité votre travail, votre concentration, votre entraînement à ce concours ? Ouais, il y a une liberté d'action et d'agissement qu'on n'a peut-être pas quand on est salarié, bien sûr. Après, on a d'autres complications. C'est que quand on veut arriver à un certain niveau d'exigence et d'entraînement, malheureusement, on est obligé de le faire quand la boutique est fermée. Donc, il y a un moment où on dort plus beaucoup. C'est un peu lourd. Vous êtes dans un travail de transformation de matière. Donc, comment vous vous êtes entraîné, si je veux dire, comme un sportif, en fait, hein ? Oui, c'est exactement ça. En fait, on est sur un entraînement comme un coureur athlétique pourrait l'avoir pour les JO. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est du quotidien. C'est chaque mouvement, chaque pensée, chaque client et également parfois le moment de s'entraîner. C'est ce qui doit vous animer à partir du moment où vous vous réveillez le matin jusqu'au moment où vous vous couchez. Le MOF, en fait, ça ne peut pas pardonner d'égarement. C'est aussi un état d'esprit. Et si on n'a pas cet état d'esprit, ça passera jamais. Le mental, et est-ce que vous faites du sport pour vous décharger un peu de toute votre énergie ? C'est peut-être une erreur que j'ai commise. J'ai souvenir d'une après-midi où j'avais peut-être accumulé trop de contrariété, de tension, de stress, des problèmes de personnel en plus à ce moment-là, parce que j'avais un apprenti qui s'était blessé. Je suis parti. Je suis parti de la boutique. J'ai laissé tout le monde en plan. Je me souviens très bien que j'ai pris la moto. Ma deuxième passion, après mon métier, reste la moto. J'ai fait 15 km de moto. Je suis rentré. Tout le monde m'a regardé avec des yeux tout ronds en ayant un peu peur de ce que j'allais dire, mais ça m'avait suffi. Et quand je suis arrivé, avant de me remettre au boulot, j'ai appelé un ancien meilleur ouvrier de France en boucherie. Peut-être que habitué à ça, mais il a compris que j'étais un petit peu, pas à la dérive, mais que je me perdais un peu. Et on a discuté pendant 1 heure, 1h30. Alors je pense de à peu près tout et de rien. Et quand j'ai raccroché, j'ai des idées qui étaient claires. Je me suis excusé auprès de tout le monde parce que tout le monde s'était inquiété. Puis je suis reparti au boulot. Puis la preuve en est, c'est que le travail a payé. Alors le travail, justement, qu'est-ce qu'on vous demande ? Parce que vous êtes dans la découpe, vous êtes dans la présentation, donc il y a la technique, l'esthétique. La finale, en fait, on a le sujet un petit peu à l'avance, bien sûr. On vous demande des pièces finies à présenter en vitrine. Mais pour la réalisation de ces pièces finies, ça doit
demander une réflexion sur le choix de nos carcasses. Pourquoi on a choisi cet agneau-là? Pourquoi on a mis ce veau, ce bœuf? Et ça, on va pouvoir éventuellement le poser par écrit sur un petit dossier d'une 20aine de pages maximum. Mais on a également à un moment notre jury qui va regarder notre viande, notre matière première, la qualité de notre matière première. Donc on va avoir aussi une appréciation sur ça. Et puis après, on va devoir exécuter évidemment nos préparatifs. Donc on emmène des carcasses entières et on exécute tout le travail donc de coupe de carcasses, de désossage, de parage, d'épluchage, de ficelage, bardage, présentation, décoration devant les jurys. Notre finale dure en général 2 jours. Et évidemment, on fait tout intégralement devant le jury. Et le thème, alors, rappelez-nous? Mon thème était sur le toit de Paris, Ville Lumière, cité historique inscrite au patrimoine de la boucherie artisanale. Alors, Ah oui. Alors après, j'ai décidé de faire simple, et il s'avère que le toit de Paris est principalement recouvert de zinc. Eh bien, j'ai pris le parti d'appeler un ami qui était couvreur. Donc j'ai travaillé du zinc un week-end avec lui pour faire ma découpe de vitrine. Les monuments de Paris, qui étaient aussi dans mon thème. Alors je me souviens qu'en me baladant à un moment, passant la Tour Eiffel, je tombe sur un vendeur de souvenirs. Et je vois les statuettes de l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel. Et je me suis dit, je suis sûr qu'on peut réussir à tailler ça dans de la graisse. Et je me suis mis tant bien que mal à sculpter l'Arc de Triomphe, Notre-Dame et le Sacré-Cœur dans de la graisse d'agneau, alors avec plus ou moins de réussite. Et il faut croire que, bizarrement, quand on est en finale du concours d'un des meilleurs ouvriers de France, ça vous fait pousser des ailes, parce qu'il s'avère que j'ai réussi à sculpter Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, une tête de bœuf, une tête de veau, une tête d'agneau dans de la graisse de rognon d'agneau. Ça peut paraître complètement dingue, mais quand on voit le résultat final, si personne vous dit que c'est de la graisse, vous le savez pas. En texture, ça, on a l'impression que c'est du marbre. Et moi, je me souviens même que j'ai des jurys qui m'ont demandé de présenter mon dossier, qui expliquent comment j'ai fait, parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ça soit de la graisse. Quand vous avez obtenu le résultat, dans quel état vous étiez? Mes parents étaient là. Mon frère Sébastien, qui est actuel candidat au titre d'un des meilleurs ouvriers de France, était là. Et mon frère aîné, qui est meilleur ouvrier de France, était également présent sur place, puisqu'il donnait des cours à l'école à ce moment-là. J'étais pas très confiant. Je savais que j'avais fait pour le mieux. Mais je pense qu'à partir du moment où on doute et qu'on a peur, c'est qu'on est aussi bon. Et moi, je me souviens que, oui, l'annonce de résultat a été une délivrance. Et je me souviens du regard de mes parents, de mes frères. Donc, j'étais aussi content que c'est payé, mais presque pour eux. Je me souviens très clairement que je voyais des confrères qui passaient pas et qui étaient accompagnés de leur famille et que tout le monde pleurait. Et des mecs ça fait 4 fois qu'ils passent, 4 fois qu'ils sont en finale, ça passe pas et c'était horrible. Je me souviens que je me suis dit, je partirai le dernier et je les aiderai à ranger. Eux, ils vont faire plus de route que moi parce qu'en plus c'était à Paris et en plus ça passe pas. Je me souviens que ça avait été lourd, donc je les avais aidés, j'ai chargé. Et puis après, moi j'étais tout seul. Je me souviens que tout le monde était mort autour de moi, donc j'ai pris mon camion frigorifique, je suis retourné à la boucherie. Au moment où je me gare, mais je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Hein. Je me suis dit, bon, maintenant tu fais quoi? C'est une vraie question, quoi. Donc le mardi matin, je réouvre la boutique. Voilà. Les clients sont forcément contents parce que eux ils se disent, ah ben on a choisi le bon boucher, forcément. Alors même si on peut être très bon boucher sans être meilleur ouvrier de France, bien sûr. Mais les choses se sont très vite accélérées et se sont compliquées parce que je suis revenu dans l'état d'esprit que j'avais avant, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Je m'enferme chez moi, etc. Et j'ai fait une dépression. Il n'y avait plus rien qui m'animait. J'étais complètement perdu. J'arrivais pas à constituer mon équipe, donc je pouvais pas transmettre ce qui est la base d'un meilleur ouvrier de France. On est là pour ça. Ça a duré un petit moment. Et en fait, j'ai petit à petit arrêté le service. Donc je me suis coupé de mes clients et je me suis remis qu'au travail pur, en enlevant tout le côté commercial que je pouvais avoir. Et petit à petit, je suis revenu aux belles découpes, aux belles pièces, etc. Et j'ai raccroché le wagon comme ça. Et un jour, j'ai eu un apprenti qui est arrivé. Et vous savez, l'apprenti qui arrive, ou quand il arrive chez toi, tu sais que tu vas faire quelque chose de cet apprenti-là. Et en fait, tu te rends compte que le maître d'apprentissage, on fait un peu le papa, on fait un peu le grand frère, on fait tout. Mais quand tu as un apprenti qui te le rend, c'est génial. Et alors là, c'est fantastique parce que tu peux lui montrer des choses qui sont intéressantes, techniques, etc. Et le gamin, quand il retourne au CFA et qu'il revient, il dit, mais c'est génial. Moi, ça, même mon prof le sait pas. Mais c'est, voilà, et je sais pourquoi on fait ça alors qu'eux ne savent pas. Bon, voilà, après ça repart.
Alors justement, quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui vivent dans l'espoir un jour de passer ce concours? L'idée, c'est de travailler, mais de travailler sérieusement, de toujours essayer de faire pour le mieux et de savoir pourquoi on le fait. Mais il ne faut pas avoir peur de travailler. Et on peut y prendre du plaisir. Alors on a oublié ça peut-être dans la société dans laquelle on vit, mais mon métier et mon travail, c'est ce qui rythme ma vie et j'en suis fier. Mais est-ce qu'il y a une notion de sacrifice quand même? C'est pas un sacrifice non plus, c'est qu'on fait autre chose. On crée une vie sur ce travail-là, mais moi je sais que je suis fier de pouvoir inviter tous mes gars au restaurant parce que c'est l'anniversaire de l'un d'eux. Moi, ça me fait plaisir parce que j'aime mes gars, parce que c'est ma vie. Mais est-ce que vous avez l'impression, par exemple, de créer une forme de travail qui vous ressemble, en fait? Effectivement, je vais même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je travaille pour moi et pour mon plaisir. Si mes clients sont en accord avec ça, eh ben c'est génial. Et si mes gars viennent à la maison pour ça, c'est fantastique. Ou sinon, ils ne restent pas. Et mes clients aussi. C'est-à-dire qu'on en est à un stade où les clients, quand ils viennent à la maison, c'est moi qui leur fais le menu. Ouais. C'est comme ça que eux sont peut-être le mieux servis et que moi, je prends le plus de plaisir. Mon métier rythme ma vie, mais si tu n'y prends pas le plaisir, ça rime à rien. On va revenir un petit peu sur votre formation, votre entrée aussi dans la vie active. J'aimerais que vous nous disiez si c'est une vocation ou si ça s'est fait naturellement dans la boucherie de votre père. C'est ça qu'on voudrait comprendre. C'est rigolo que vous me posiez la question parce que c'est une question que je me suis aussi posée quand j'ai attaqué. Donc j'ai un cursus relativement classique. J'ai attaqué par un CAP à 16 ans. Mais avant ça, je me suis dit, j'aime énormément l'idée de refaire des travaux, des choses comme ça, faire des pièces, etc. Et je voulais être architecte d'intérieur. Quand je me suis vraiment renseigné, je me suis rendu compte que petit à petit, en fait, c'était pas tout à fait ce que je voulais parce que ça manquait beaucoup de concret. J'ai réglé le problème très simplement. En troisième, on a un stage qui est obligatoire de découverte d'entreprise. Je vais demander à mon frère aîné s'il peut me prendre comme stagiaire, mais là, il va me prendre vraiment comme stagiaire. C'est-à-dire que oui, je suis le fils de la maison, donc je nettoie les frigos. Je fais 100 kilos d'oignons, je fais le boudin noir, je fais les vitres, je fais le balai. Et là, en fait, le fait d'être stagiaire, on pose les choses et on dit, voilà, on va te donner un couteau et tu vas travailler, tu machin. Je me souviens très bien de ma première journée. Elle commençait par des longes de cochon. Bon, au bout de 30 minutes, c'était plié, quoi. Je voulais être artisan boucher. Jusqu'en 2006, vous avez suivi un apprentissage dans la boucherie de votre père. Et puis ensuite, vous allez entreprendre un tour de France, alors, des différents meilleurs ouvriers de France. À la fin de mon apprentissage, j'ai participé au MAF, meilleur apprenti de France, que j'ai gagné. Mais je voulais faire aussi encore autre chose en plus, parce que sinon, je retournais chez mon frère. Mais en 2 ans, j'avais déjà vu beaucoup de choses. Et dans les jurys du MAF, on a beaucoup de MOF. Et j'ai appelé d'autres meilleurs ouvriers de France en leur disant, écoutez, j'aimerais beaucoup travailler chez vous, est-ce que vous avez une place ? Et ça m'a beaucoup plu, mais je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que je voyais plus ou moins la même chose que chez mon frère aussi. Et après ça, je me suis rendu compte qu'il me manquait encore des choses. Et donc j'ai pris le parti de monter à Paris en 2008 et de prendre plusieurs postes, et notamment un poste d'acheteur à Rungis, qui m'a beaucoup servi parce que en fait, ça m'a permis de comprendre vraiment ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et pourquoi ? Et puis je suis retourné un petit peu en province, chez moi, dans le Berry. J'ai travaillé avec mes frères à nouveau. Et j'ai pas forcément pu m'inscrire avec ni mon frère aîné, qui à ce moment-là était meilleur ouvrier de France, ni mon deuxième frère, qui lui fait les marchés. Et j'ai pris le parti de remonter à Paris pour m'installer à mon compte. Dans votre activité, on lit bœuf, veau, agneau, porc, volaille et produits tripiers. Mais vous allez voir les éleveurs ? Je vais voir les éleveurs, bien sûr. On va sur place. C'est très important pour les deux parties. Il faut que l'éleveur il ait une remontée d'infos. Si sa bête ça va pas, pourquoi ? Et surtout, qui va la travailler ? Un éleveur qui vend sa bête à un abattoir directement, après on ne sait plus où elle va. Parfois, ça vous arrive de leur apporter certaines pièces que vous avez travaillées ? Là, quand tu leur amènes leurs pièces, alors évidemment, naturellement, je vais prendre les plus belles. Donc, de surcroît, c'est les meilleures. Mais il y a aussi le fait que le savoir-faire de l'artisan boucher, c'est de la sélection, mais c'est aussi du travail. Et quand tu prends une côte de bœuf travaillée par un meilleur ouvrier de France, et ben en fait, elle est complètement dénervée.
mais il goûte quelque chose qui finalement il comprend pas. Tout comme moi, quand Eric Briffard, pour pas le citer, mais qui est meilleur ouvrier de France, qui cuisine une de mes viandes, ben je me rends bien compte que c'est une plus-value. Et c'est ce qu'on appelle la filière, et je trouve qu'on a une filière en France qui est exceptionnelle et que les maillons sont vraiment une plus-value les uns sur les autres. Ouais. On a la maturation qui rajoute aussi beaucoup. Et alors pour vous, comment vous travaillez-vous cette maturation, surtout pour le bœuf? La maturation, il faut savoir que c'est un phénomène chimique de base. C'est de l'acide lactique qui déstructure la protéine. Eh bien, c'est ni plus ni moins que le fait de laisser sa viande au repos, alors évidemment en chambre froide, pour plusieurs aspects. Premier aspect, la tendreté. Ça affine nos viandes, ça la rend beaucoup plus tendre. Deuxième aspect, le goût. Le goût change, mais on va pouvoir comparer ça à un saucisson sec. C'est-à-dire que le fait de maturer, on va enlever de l'eau de la viande. Alors, il faut faire attention parce que si on va trop loin, on assèche notre viande et on perd en jutosité. Donc l'idée, c'est de toujours trouver le juste milieu suivant nos bêtes. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de maturation idéale. On n'a que du cas par cas. C'est-à-dire que notre bête est grasse, elle est un petit peu âgée, on peut aller très loin. Elle est relativement jeune, elle a beaucoup d'eau, elle est maigre. Il faut faire attention. Après, je préconise des maturations en grosses pièces. Donc c'est le carré de côte de bœuf, le faux filet, le filet de bœuf, le rhum steak et toute la cuisse. Et dans une hygrométrie particulière alors? Bien sûr, on évite de monter trop fort en hydrométrie. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est développement bactérien. Il faut faire attention à ne pas être trop sec non plus, parce que sinon on assèche trop rapidement nos viandes. Donc il faut trouver le juste milieu et il faut surtout une chambre froide avec une grosse ventilation pour faire croûter la pièce très vite. On pourrait assimiler ça un petit peu à une croûte de fromage par exemple. Une fois que la croûte est faite, l'intérieur ne bouge plus. Est-ce que vous, de votre côté, vous travaillez évidemment avec des restaurateurs? Alors j'ai travaillé avec quelques restaurateurs, je ne le fais plus. Car j'ai eu la perception d'être pris comme un fournisseur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, malheureusement, ils se sont appuyés sur moi pour un choix. Et finalement, j'ai toujours été un petit peu déçu, frustré et des fois incompris de leur part. Et ce manque de dialogue, ou du moins ce dialogue à sens unique, à un moment m'a fait fermer la porte aux restaurateurs. Parce qu'on peut imaginer que quelqu'un comme vous puisse travailler avec des étoilés, par exemple. Oui. Et que ça éviterait aux étoilés de collaborer avec des éleveurs de temps en temps. Mais sur ça, je suis évidemment complètement d'accord. Le fait de pouvoir se dire que on marche main dans la main et on fait la chaîne entière de cette filière, qui est une filière qualitative, permettrait de bloquer un petit peu soit l'arrivée d'industriels ou de monter en qualité. Mais évidemment, je pense que par méconnaissance, peut-être, on a quelques restaurateurs qui restent un petit peu dans leur zone de confort. Est-ce que vous avez une devise particulière qui vous anime dans votre travail quotidiennement? J'aime bien cette question parce que je me la suis jamais posée. Là, j'ai pas forcément de devise, en dehors de me dire que le travail paye toujours. Mais en prenant un petit peu de recul, je m'aperçois que mes devises ont toujours changé avec mon âge, mon état d'esprit, ma situation. Et puis, est-ce que vous avez un outil auquel vous êtes très attaché? Ouais, la première feuille de mon père. C'est ce qu'on pourrait appeler vulgairement la hache. Alors c'est une espèce de grand couteau, c'est un couteau avec une lame très large, très épaisse, qui sert plutôt à couper les côtes éventuellement, fendre les agneaux et choses comme ça. Je l'ai eu l'année dernière, mon père me l'a offert l'année dernière. Et en plus, alors en dehors du fait que c'est l'outil de mon père, elle est parfaite. Alors peut-être qu'évidemment, comme c'est celle de mon père, elle est encore mieux. Elle a un acier qui est exceptionnel, le poids est peut-être un petit peu léger parce qu'elle est quand même très usée, mais les plus belles fentes d'agneau que j'ai jamais fait, alors c'est très technique dans mon métier, c'est avec la feuille de mon père. Et vous voyez, au moment où je le dis, j'ai les larmes aux yeux. Précisez peut-être ce qu'est une fente. La fente, c'est le fait de vraiment séparer l'agneau en deux. Donc, c'est-à-dire qu'on va couper la colonne vertébrale de cet agneau en deux, mais il faut être très précis parce qu'on va également chercher à couper une partie des vertèbres qui s'appelle l'apophyse épineuse. Ça fait, 3 mm d'épaisseur et le but, c'est qu'on coupe dans son centre. Ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup d'expérience, et les gens qui réussissent des belles fentes sont en général des plutôt bons bouchers avec un peu d'expérience. Et quels sont les clichés vis-à-vis des bouchers que vous voulez enlever justement? On a peut-être l'image d'Épinal justement du boucher qui est un petit bedonnant avec un tablier
un peu rustre, etc. Et pas du tout. En fait, pour être boucher, il faut beaucoup de maîtrise, beaucoup de technique. C'est de la force alliée à la délicatesse, sinon on se coupe. Et on a un métier qui demande beaucoup de précision. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans ma boutique, j'ai Monica qui est clairement mon bras droit, qui est capable de faire un arrière de bœuf de 200 kg, mais qui est capable de couper une côte d'agneau de 110 grammes, avec la même rigueur, la même sensibilité. Et moi, je trouve ça génial. On a un métier qui se féminise aussi, donc c'est la preuve que notre métier évolue dans l'air du temps. Donc c'est très agréable. Je voudrais qu'on dise un mot sur votre travail de boucher dans un monde où de plus en plus on entend les minorités véganes, anti-viande. Est-ce que ça vous touche et est-ce que vous essayez d'être un des derniers résistants? Il y a deux choses qui sont très importantes à dire sur ça. C'est la première, on ne s'est jamais aussi bien porté depuis que les véganes nous tapent dessus. L'idée est de se dire que ce débat qui est entré depuis quelques années a permis de faire poser les bonnes questions. La réelle question, c'est pas viande ou pas viande. Nous sommes en France, pays d'élevage, mais pays de la gastronomie. Enlever de la viande d'un pays comme le nôtre, ça ne sera pas possible. Mais la vraie question, c'est quelle viande? Donc, si quelqu'un un jour se pose la question et veut devenir acteur, la chose à ne pas faire, c'est ne plus en manger. L'idée, c'est de se dire, mon bulletin de vote, je le donne à qui? À un indus ou à un éleveur qui est respectueux de ses bêtes, à un artisan boucher qui valorise ce travail-là. Et c'est ça qui est important. L'idée de se dire, on mange de la viande, on ne mange pas de la viande, on ne veut pas en manger, c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Moi, et je vous parlais de mon éleveur tout à l'heure, on est dans le bas du département du Cher, on est dans un style plutôt bocager. On n'a pas d'agriculture céréalière, on enlève l'élevage de ça, tout le bas de mon département, il est mort. Donc on fait vivre un tissu économique, ça c'est très important. Et on fait vivre un tissu environnemental quelque part, parce que ce bocage, c'est des haies, c'est des rivières. Nos agriculteurs, ils font attention à leurs rivières parce que c'est eux qui permettent à nos bêtes de boire. Et en fait, l'élevage en liberté, il est sur des prairies qui captent du CO2. Donc en fait, encore une fois, l'élevage en liberté contre l'élevage industriel, ça c'est une vraie bagarre. Mais élevage ou pas élevage, il n'y a même pas la question à se poser, hein. C'est élevage. Comment voyez-vous votre métier et vous-même dans les décennies à venir? Moi, je pense que le métier de boucher va forcément évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire que y a déjà une petite fracture qui se passe entre le monde industriel et le monde artisanal. Et je pense que dans 10 ans, ce fossé va encore un petit peu plus se creuser. Non pas que je veux que la boucherie devienne élitiste, c'est pas ça du tout. Mais je pense que nous, artisans bouchers, on va être condamnés à être bons, excellents. Parce qu'on va devoir faire attention encore plus à ce qu'on fait, sélectionner encore plus nos éleveurs, monter aussi en compétence nos collaborateurs, former plus, se remettre en question. Donc je pense que ça va être positif. Et quant à moi, je pense que je vais évidemment suivre ce sens. Alors, j'ai à cœur de pouvoir former, bien sûr, mais de former idéalement un MAF serait une grande fierté parce que ça ne m'est pas arrivé. Un MOF serait génial. Mais aussi d'aider des gens qui sont passionnés et qui ont la foi à s'installer. Parce que l'installation pour devenir chef d'entreprise à l'heure actuelle, c'est extrêmement dur. Et j'aimerais pouvoir offrir cette assise à des collaborateurs qui le méritent. Merci Romain. Avec plaisir. Nous espérons que vous avez pu apprécier cet entretien et nous remercions particulièrement Romain Leboeuf pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, production Pierre-Henri Verlac. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bienvenue dans Esprit MOF. Esprit MOF, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences.
Dans ce nouvel épisode d'Esprit Mof, nous sommes partis à la rencontre de Romain Leboeuf qui a obtenu son titre d'un des meilleurs ouvriers de France en 2015 dans la spécialisation boucherie. Patron de son propre commerce dans le 15e arrondissement de Paris, Romain Leboeuf, né en 1988, est fils et frère de boucher. Il se considère comme un maillon essentiel dans la filière de la viande, celle qui commence avec les éleveurs, notamment dans le Limousin, où il achète en direct ses carcasses, qu'il s'agisse de veau, de porc ou de bœuf. Rencontre avec un artisan spécialiste de la découpe, auteur d'un livre qui fait autorité dans le domaine de la boucherie, très attaché à son équipe, à la transmission de ses connaissances, qui aime aussi se déplacer pour voir grandir les bêtes, qu'il aime sélectionner lui-même avant abattage. Bonjour Romain Leboeuf. Bonjour. Alors pourquoi vous avez voulu vous lancer dans ce concours d'un des meilleurs ouvriers de France ? J'étais dans un moment de ma vie où j'étais dans beaucoup d'incertitudes et je manquais d'envie, je manquais de beaucoup de choses. Et je pense que le concours m'a amené un cadre. Parce que j'étais déjà installé, j'étais jeune chef d'entreprise et j'avais besoin de me fixer un point d'ancrage sur quelque chose tout en étant aussi dans l'optique d'avancer, de progresser. Je savais très bien que si je m'inscrivais au concours, à ce moment-là, je serais obligé d'aller chercher du savoir. Et je me suis rendu compte d'un truc quand je me suis installé, c'est que je me suis enfermé chez moi. Moi qui pensais que le fait d'être chef d'entreprise, j'allais gagner de la liberté, non, je me suis coupé de tout et je me suis enfermé dans ma boutique. Donc, pour continuer à progresser, je me suis dit, je vais m'inscrire, ça va me forcer à aller reprendre des cours à gauche et à droite, et également, peut-être retourner voir d'anciens patrons ou des collègues pour apprendre 2-3 petites techniques qui me manquaient peut-être. Donc, le concours a été pour moi une remise en cause, en question. Est-ce que le fait d'être à son compte, ça a facilité votre travail, votre concentration, votre entraînement à ce concours ? Ouais, il y a une liberté d'action et d'agissement qu'on n'a peut-être pas quand on est salarié, bien sûr. Après, on a d'autres complications. C'est que quand on veut arriver à un certain niveau d'exigence et d'entraînement, malheureusement, on est obligé de le faire quand la boutique est fermée. Donc, il y a un moment où on dort plus beaucoup. C'est un peu loin. Vous êtes dans un travail de transformation de matière. Donc, comment vous vous êtes entraîné, si je veux dire, comme un sportif en fait, hein ? Oui, c'est exactement ça. En fait, on est sur un entraînement comme un coureur athlétique pourrait l'avoir pour les JO. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est du quotidien. C'est chaque mouvement, chaque pensée, chaque client et également parfois le moment de s'entraîner. C'est ce qui doit vous animer à partir du moment où vous vous réveillez le matin jusqu'au moment où vous vous couchez. Le MOF, en fait, ça ne peut pas pardonner d'égarement. C'est aussi un état d'esprit. Et si on n'a pas cet état d'esprit, ça passera jamais. Le mental, et est-ce que vous faites du sport pour vous décharger un peu de toute votre énergie ? C'est peut-être une erreur que j'ai commise. J'ai souvenir d'une après-midi où j'avais peut-être accumulé trop de contrariété, de tension, de stress, des problèmes de personnel en plus à ce moment-là, parce que j'avais un apprenti qui s'était blessé. Je suis parti. Je suis parti de la boutique. J'ai laissé tout le monde en plan. Je me souviens très bien que j'ai pris la moto. Ma deuxième passion, après mon métier, reste la moto. J'ai fait 15 km de moto. Je suis rentré. Tout le monde m'a regardé avec des yeux tout ronds en ayant un peu peur de ce que j'allais dire, mais ça m'avait suffi. Et quand je suis arrivé, avant de me remettre au boulot, j'ai appelé un ancien meilleur ouvrier de France en boucherie. Peut-être qu'habitué à ça, mais il a compris que j'étais un petit peu, pas à la dérive, mais que je me perdais un peu. Et on a discuté pendant 1 heure, 1h30. Alors je pense de à peu près tout et de rien. Et quand j'ai raccroché, j'ai des idées qui étaient claires. Je me suis excusé auprès de tout le monde parce que tout le monde s'était inquiété. Puis je suis reparti au boulot. Puis la preuve en est, c'est que le travail a payé. Alors le travail, justement, qu'est-ce qu'on vous demande ? Parce que vous êtes dans la découpe, vous êtes dans la présentation, donc il y a la technique, l'esthétique. La finale, en fait, on a le sujet un petit peu à l'avance, bien sûr. On vous demande des pièces finies à présenter en vitrine. Mais pour la réalisation de ces pièces finies, ça doit demander une réflexion sur le choix de nos carcasses. Pourquoi on a choisi cet agneau-là ? Pourquoi on a mis ce veau, ce bœuf ? Et ça, on va pouvoir éventuellement le poser par écrit sur un petit dossier d'une 20aine de pages maximum. Mais
On a également à un moment notre jury qui va regarder notre viande, notre matière première, la qualité de notre matière première. Donc on va avoir aussi une appréciation sur ça. Et puis après, on va devoir exécuter évidemment nos préparatifs. Donc on emmène des carcasses entières et on exécute tout le travail, donc de coupe de carcasses, de désossage, de parage, d'épluchage, de ficelage, bardage, présentation, décoration, devant les jurys. Notre finale dure en général 2 jours. Et évidemment, on fait tout intégralement devant le jury. Et le thème, alors, rappelez-nous? Mon thème était sur le toit de Paris, Ville Lumière, cité historique inscrite au patrimoine de la boucherie artisanale. Alors, Ça en ah oui. impose. Alors après, j'ai décidé de faire simple et il s'avère que le toit de Paris est principalement recouvert de zinc. Eh bien, j'ai pris le parti d'appeler un ami qui était couvreur. Donc j'ai travaillé du zinc un week-end avec lui pour faire ma découpe de vitrine. Les monuments de Paris, qui étaient aussi dans mon thème. Alors je me souviens qu'en me baladant à un moment, passant la Tour Eiffel, je tombe sur un vendeur de souvenirs. Et je vois les statuettes de l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel. Et je me suis dit, je suis sûr qu'on peut réussir à tailler ça dans de la graisse. Et je me suis mis tant bien que mal à sculpter l'Arc de Triomphe, Notre-Dame et le Sacré-Cœur dans de la graisse d'agneau, alors avec plus ou moins de réussite. Et il faut croire que, bizarrement, quand on est en finale du concours d'un des meilleurs ouvriers de France, ça vous fait pousser des ailes, parce qu'il s'avère que j'ai réussi à sculpter Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, une tête de bœuf, une tête de veau, une tête d'agneau dans de la graisse de rognon d'agneau. Ça peut paraître complètement dingue, mais quand on voit le résultat final, si personne vous dit que c'est de la graisse, vous le savez pas. En texture, on a l'impression que c'est du marbre. Et moi, je me souviens même que j'ai des jurys qui m'ont demandé de présenter mon dossier, qui explique comment j'ai fait, parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ça soit de la graisse. Quand vous avez obtenu le résultat, dans quel état vous étiez? Mes parents étaient là. Mon frère Sébastien, qui est actuel candidat au titre d'un des meilleurs ouvriers de France, était là. Et mon frère aîné, qui est meilleur ouvrier de France, était également présent sur place, puisqu'il donnait des cours à l'école à ce moment-là. J'étais pas très confiant. Je savais que j'avais fait pour le mieux. Mais je pense qu'à partir du moment où on doute et qu'on a peur, c'est qu'on est aussi bon. Et moi, je me souviens que, oui, l'annonce de résultat a été une délivrance. Et je me souviens du regard de mes parents, de mes frères. Donc, j'étais aussi content que c'est payé, mais presque pour eux. Et je me souviens très clairement que je voyais des confrères qui passaient pas et qui étaient accompagnés de leur famille et que tout le monde pleurait. Et des mecs ça fait 4 fois qu'ils passent, 4 fois qu'ils sont en finale, ça passe pas et c'était horrible. Je me souviens que je me suis dit, je partirai le dernier et je les aiderai à ranger. Eux, ils vont faire plus de route que moi parce qu'en plus c'était à Paris et en plus ça passe pas. Je me souviens que ça avait été lourd, donc je les avais aidés, j'ai chargé. Et puis après, moi j'étais tout seul. Je me souviens que tout le monde était mort autour de moi, donc j'ai pris mon camion frigorifique, je suis retourné à la boucherie. Au moment où je me gare, mais je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Hein. Je me suis dit, bon, maintenant tu fais quoi? C'est une vraie question, quoi. Donc le mardi matin, je réouvre la boutique. Voilà. Les clients sont forcément contents parce que eux ils se disent, ah ben on a choisi le bon boucher, forcément. Alors même si on peut être très bon boucher sans être meilleur ouvrier de France, bien sûr. Mais les choses se sont très vite accélérées et se sont compliquées parce que je suis revenu dans l'état d'esprit que j'avais avant, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Je m'enferme chez moi, etc. Et j'ai fait une dépression. Il n'y avait plus rien qui m'animait. J'étais complètement perdu. J'arrivais pas à constituer mon équipe, donc je pouvais pas transmettre ce qui est la base d'un meilleur ouvrier de France. On est là pour ça. Ça a duré un petit moment. Et en fait, j'ai petit à petit arrêté le service. Donc je me suis coupé de mes clients et je me suis remis qu'au travail pur, en enlevant tout le côté commercial que je pouvais avoir. Et petit à petit, je suis revenu aux belles découpes, aux belles pièces, etc. Et j'ai raccroché le wagon comme ça. Et un jour, j'ai eu un apprenti qui est arrivé. Et vous savez, l'apprenti qui arrive, ou quand il arrive chez toi, tu sais que tu vas faire quelque chose de cet apprenti-là. Et en fait, tu te rends compte que le maître d'apprentissage, on fait un peu le papa, on fait un peu le grand frère, on fait tout. Mais quand tu as un apprenti qui te le rend, c'est génial. Et alors là, c'est fantastique parce que tu peux lui montrer des choses qui sont intéressantes, techniques, etc. Et le gamin, quand il retourne au CFA et qu'il revient, il dit, mais c'est génial. Moi, ça, même mon prof le sait pas. Mais c'est, voilà, et je sais pourquoi on fait ça alors qu'eux ne savent pas. Bon, voilà, après, ça repart. Alors justement, quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui vivent dans l'espoir un jour de passer ce concours? L'idée, c'est de travailler, mais de travailler sérieusement, de toujours essayer de faire pour le mieux et de savoir pourquoi on le fait.
mais il ne faut pas avoir peur de travailler. Et on peut y prendre du plaisir. Alors on a oublié ça peut-être dans la société dans laquelle on vit, mais mon métier et mon travail, c'est ce qui rythme ma vie et j'en suis fier. Mais est-ce qu'il y a une notion de sacrifice quand même? C'est pas un sacrifice non plus, c'est qu'on fait autre chose. On crée une vie sur ce travail-là, mais moi je sais que je suis fier de pouvoir inviter tous mes gars au restaurant parce que c'est l'anniversaire de l'un d'eux. Moi, ça me fait plaisir parce que j'aime mes gars, parce que c'est ma vie. Mais est-ce que vous avez l'impression, par exemple, de créer une forme de travail qui vous ressemble, en fait? Effectivement, je vais même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je travaille pour moi et pour mon plaisir. Si mes clients sont en accord avec ça, eh ben c'est génial. Et si mes gars viennent à la maison pour ça, c'est fantastique. Ou sinon, ils ne restent pas. Et mes clients aussi. C'est-à-dire qu'on en est à un stade où les clients, quand ils viennent à la maison, c'est moi qui leur fais le menu. Ouais. C'est comme ça qu'eux sont peut-être le mieux servis et que moi, je prends le plus de plaisir. Mon métier rythme ma vie, mais si tu n'y prends pas de plaisir, ça rime à rien. On va revenir un petit peu sur votre formation, votre entrée aussi dans la vie active. J'aimerais que vous nous disiez si c'est une vocation ou si ça s'est fait naturellement dans la boucherie de votre père. C'est ça qu'on voudrait comprendre. C'est rigolo que vous me posiez la question parce que c'est une question que je me suis aussi posée quand j'ai attaqué. Donc j'ai un cursus relativement classique. J'ai attaqué par un CAP à 16 ans. Mais avant ça, je me suis dit, j'aime énormément l'idée de refaire des travaux, des choses comme ça, faire des pièces, etc. Et je voulais être architecte d'intérieur. Quand je me suis vraiment renseigné, je me suis rendu compte que petit à petit, en fait, c'était pas tout à fait ce que je voulais parce que ça manquait beaucoup de concret. J'ai réglé le problème très simplement. En troisième, on a un stage qui est obligatoire de découverte d'entreprise. Je vais demander à mon frère aîné s'il peut me prendre comme stagiaire, mais là, il va me prendre vraiment comme stagiaire. C'est-à-dire que oui, je suis le fils de la maison, donc je nettoie les frigos. Je fais 100 kilos d'oignons, je fais le boudin noir, je fais les vitres, je fais le balai. Et là, en fait, le fait d'être stagiaire, on pose les choses et on dit, voilà, on va te donner un couteau et tu vas travailler, tu machin. Je me souviens très bien de ma première journée. Elle commençait par des longes de cochon. Bon, au bout de 30 minutes, c'était plié, quoi. Je voulais être artisan boucher. Jusqu'en 2006, vous avez suivi un apprentissage dans la boucherie de votre père. Et puis ensuite, vous allez entreprendre un tour de France, alors des différents meilleurs ouvriers de France. À la fin de mon apprentissage, j'ai participé au MAF, meilleur apprenti de France, que j'ai gagné. Mais je voulais faire aussi encore autre chose en plus, parce que sinon, je retournais chez mon frère. Mais en 2 ans, j'avais déjà vu beaucoup de choses. Et dans les jurys du MAF, on a beaucoup de MOF. Et j'ai appelé d'autres meilleurs ouvriers de France en leur disant, écoutez, j'aimerais beaucoup travailler chez vous, est-ce que vous avez une place? Et ça m'a beaucoup plu, mais je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que je voyais plus ou moins la même chose que chez mon frère aussi. Et après ça, je me suis rendu compte qu'il me manquait encore des choses. Et donc j'ai pris le parti de monter à Paris en 2008 et de prendre plusieurs postes, et notamment un poste d'acheteur à Rungis, qui m'a beaucoup servi parce que en fait, ça m'a permis de comprendre vraiment ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et pourquoi? Et puis je suis retourné un petit peu en province, chez moi, dans le Berry. J'ai travaillé avec mes frères à nouveau. Et j'ai pas forcément pu m'inscrire avec ni mon frère aîné, qui à ce moment-là était meilleur ouvrier de France, ni mon deuxième frère, qui lui fait des marchés. Et j'ai pris le parti de remonter à Paris pour m'installer à mon compte. Dans votre activité, on lit bœuf, veau, agneau, porc, volaille et produits tripiers. Mais vous allez voir les éleveurs? Je vais voir les éleveurs, bien sûr. On va sur place. C'est très important pour les deux parties. Il faut que l'éleveur il ait une remontée d'infos. Si sa bête ça va pas, pourquoi? Et surtout, qui va la travailler? Un éleveur qui vend sa bête à un abattoir directement, après on ne sait plus où elle va. Parfois, ça vous arrive de leur apporter certaines pièces que vous avez travaillées? Là, quand tu leur amènes leurs pièces, alors évidemment, naturellement, je vais prendre les plus belles. Donc, de surcroît, c'est les meilleures. Mais il y a aussi le fait que le savoir-faire de l'artisan boucher, c'est de la sélection, mais c'est aussi du travail. Et quand tu prends une côte de bœuf travaillée par un meilleur ouvrier de France, et ben en fait, elle est complètement dénervée. Mais il goûte quelque chose qui finalement, il comprend pas.
Tout comme moi, quand Éric Briffard, pour pas le citer, mais qui est meilleur ouvrier de France, qui cuisine une de mes viandes, ben, je me rends bien compte que c'est une plus-value. Et c'est ce qu'on appelle la filière, et je trouve qu'on a une filière en France qui est exceptionnelle et que les maillons sont vraiment une plus-value les uns sur les autres. Ouais. On a la maturation qui rajoute aussi beaucoup. Alors pour vous, comment vous travaillez-vous cette maturation, surtout pour le bœuf? La maturation, il faut savoir que c'est un phénomène chimique de base. C'est de l'acide lactique qui déstructure la protéine. Eh bien, c'est ni plus ni moins que le fait de laisser sa viande au repos, alors évidemment en chambre froide, pour plusieurs aspects. Premier aspect, la tendreté. Ça affine nos viandes, ça la rend beaucoup plus tendre. Deuxième aspect, le goût. Le goût change, mais on va pouvoir comparer ça à un saucisson sec. C'est-à-dire que le fait de maturer, on va enlever de l'eau de la viande. Alors, il faut faire attention parce que si on va trop loin, on assèche notre viande et on perd en jutosité. Donc l'idée, c'est de toujours trouver le juste milieu suivant nos bêtes. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de maturation idéale. On n'a que du cas par cas. C'est-à-dire que notre bête est grasse, elle est un petit peu âgée, on peut aller très loin. Elle est relativement jeune, elle a beaucoup d'eau, elle est maigre. Il faut faire attention. Après, je préconise des maturations en grosses pièces. Donc c'est le carré de côte de bœuf, le faux filet, le filet de bœuf, le rhum steak et toute la cuisse. Et dans une hygrométrie particulière alors? Bien sûr, on évite de monter trop fort en hygrométrie. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est développement bactérien. Il faut faire attention à ne pas être trop sec non plus, parce que sinon on assèche trop rapidement nos viandes. Donc il faut trouver le juste milieu et il faut surtout une chambre froide avec une grosse ventilation pour faire croûter la pièce très vite. On pourrait assimiler ça un petit peu à une croûte de fromage par exemple. Une fois que la croûte est faite, l'intérieur bouge plus. Est-ce que vous, de votre côté, vous travaillez évidemment avec des restaurateurs? Alors j'ai travaillé avec quelques restaurateurs. Je ne le fais plus, car j'ai eu la perception d'être pris comme un fournisseur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, malheureusement, ils se sont appuyés sur moi pour un choix. Et finalement, j'ai toujours été un petit peu déçu, frustré et des fois incompris de leur part. Et ce manque de dialogue, ou du moins ce dialogue à sens unique, à un moment m'a fait fermer la porte aux restaurateurs. Parce qu'on peut imaginer que quelqu'un comme vous puisse travailler avec des étoilés, par exemple. Oui. Et que ça éviterait aux étoilés de collaborer avec des éleveurs de temps en temps. Mais sur ça, je suis évidemment complètement d'accord. Le fait de pouvoir se dire que on marche main dans la main et on fait la chaîne entière de cette filière, qui est une filière qualitative, permettrait de bloquer un petit peu soit l'arrivée d'industriels ou de monter en qualité. Mais évidemment, je pense que par méconnaissance, peut-être, on a quelques restaurateurs qui restent un petit peu dans leur zone de confort. Est-ce que vous avez une devise particulière qui vous anime dans votre travail quotidiennement? J'aime bien cette question parce que je me la suis jamais posée. Là, j'ai pas forcément de devise en dehors de me dire que le travail paye toujours. Mais en prenant un petit peu de recul, je m'aperçois que mes devises ont toujours changé avec mon âge, mon état d'esprit, ma situation. Et puis, est-ce que vous avez un outil auquel vous êtes très attaché? Ouais. La première feuille de mon père. C'est ce qu'on pourrait appeler vulgairement la hache. Alors c'est une espèce de grand couteau, c'est un couteau avec une lame très, très large, très épaisse, qui sert plutôt à couper les côtes éventuellement, fendre les agneaux et choses comme ça. Je l'ai eu l'année dernière, mon père me l'a offert l'année dernière. Et en plus, alors en dehors du fait que c'est l'outil de mon père, elle est parfaite. Alors peut-être qu'évidemment, comme c'est celle de mon père, elle est encore mieux. Elle a un acier qui est exceptionnel, le poids est peut-être un petit peu léger parce qu'elle est quand même très usée, mais les plus belles fentes d'agneau que j'ai jamais fait, alors c'est très technique dans mon métier, c'est avec la feuille de mon père. Et vous voyez, au moment où je le dis, j'ai les larmes aux yeux. Précisez peut-être ce qu'est une fente. La fente, c'est le fait de vraiment séparer l'agneau en deux. Donc, c'est-à-dire qu'on va couper la colonne vertébrale de cet agneau en deux, mais il faut être très précis parce qu'on va également chercher à couper une partie des vertèbres qui s'appelle l'apophyse épineuse. Ça fait, 3 mm d'épaisseur et le but, c'est qu'on coupe dans son centre. Ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup d'expérience. Et les gens qui réussissent des belles fentes sont en général des plutôt bons bouchers avec un peu d'expérience. Et quels sont les clichés vis-à-vis des bouchers que vous voulez enlever justement? On a peut-être l'image d'Épinal justement du boucher qui est un petit bedonnant avec un tablier un peu rustre, etc. Et pas du tout.
Et en fait, pour être boucher, il faut beaucoup de maîtrise, beaucoup de technique. C'est de la force alliée à la délicatesse, sinon on se coupe. Et on a un métier qui demande beaucoup de précision. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans ma boutique, j'ai Monica qui est clairement mon bras droit, qui est capable de faire un arrière de bœuf de 200 kg, mais qui est capable de couper une côte d'agneau de 110 grammes, avec la même rigueur, la même sensibilité. Et moi, je trouve ça génial. On a un métier qui se féminise aussi, donc c'est la preuve que notre métier évolue dans l'air du temps. Donc c'est très agréable. Je voudrais qu'on dise un mot sur votre travail de boucher dans un monde où de plus en plus on entend les minorités véganes, anti-viande. Est-ce que ça vous touche et est-ce que vous essayez d'être un des derniers résistants? Il y a deux choses qui sont très importantes à dire sur ça. C'est la première, on ne s'est jamais aussi bien porté depuis que les véganes nous tapent dessus. L'idée est de se dire que ce débat qui est entré depuis quelques années a permis de faire poser les bonnes questions. La réelle question, c'est pas viande ou pas viande. Nous sommes en France, pays d'élevage, mais pays de la gastronomie. Enlever de la viande d'un pays comme le nôtre, ça ne sera pas possible. Mais la vraie question, c'est quelle viande? Donc, si quelqu'un un jour se pose la question et veut devenir acteur, la chose à ne pas faire, c'est ne plus en manger. L'idée, c'est de se dire, mon bulletin de vote, je le donne à qui? À un indus ou à un éleveur qui est respectueux de ses bêtes, à un artisan boucher qui valorise ce travail-là. Et c'est ça qui est important. L'idée de se dire, on mange de la viande, on ne mange pas de la viande, on ne veut pas en manger, c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Moi, et je vous parlais de mon éleveur tout à l'heure, on est dans le bas du département du Cher, on est dans un style plutôt bocager. On n'a pas d'agriculture céréalière, on enlève l'élevage de ça, tout le bas de mon département, il est mort. Donc on fait vivre un tissu économique, ça c'est très important. Et on fait vivre un tissu environnemental quelque part, parce que ce bocage, c'est des haies, c'est des rivières. Nos agriculteurs, ils font attention à leurs rivières, parce que c'est eux qui permettent à nos bêtes de boire. En fait, l'élevage en liberté, il est sur des prairies qui captent du CO2. Donc en fait, encore une fois, l'élevage en liberté contre l'élevage industriel, ça c'est une vraie bagarre. Mais élevage ou pas élevage, il y a même pas la question à se poser, hein. C'est élevage. Comment voyez-vous votre métier et vous-même dans les décennies à venir? Moi, je pense que le métier de boucher va forcément évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire que y a déjà une petite fracture qui se passe entre le monde industriel et le monde artisanal. Et je pense que dans 10 ans, ce fossé va encore un petit peu plus se creuser. Non pas que je veux que la boucherie devienne élitiste, c'est pas ça du tout. Mais je pense que nous, artisans bouchers, on va être condamnés à être bons, excellents. Parce qu'on va devoir faire attention encore plus à ce qu'on fait, sélectionner encore plus nos éleveurs, monter aussi en compétence nos collaborateurs, former plus, se remettre en question. Donc je pense que ça va être positif. Et quant à moi, je pense que je vais évidemment suivre ce sens. Alors, j'ai à cœur de pouvoir former, bien sûr, mais de former idéalement un MAF serait une grande fierté parce que ça ne m'est pas arrivé. Un MOF, ça serait génial. Mais aussi d'aider des gens qui sont passionnés et qui ont la foi à s'installer. Parce que l'installation pour devenir chef d'entreprise à l'heure actuelle, c'est extrêmement dur. Et j'aimerais pouvoir offrir cette assise à des collaborateurs qui le méritent. Merci Romain. Avec plaisir. Nous espérons que vous avez pu apprécier cet entretien et nous remercions particulièrement Romain Leboeuf pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, production Pierre-Henri Verlac. À très bientôt pour un nouvel épisode.